18h33, on va partir peut-être en direct à Nîmes, puisque je vois que la procureure de Nîmes s'avance. Elle va nous faire un point sur ce meurtre abominable au Grau-du-Roi, concernant cet octogénaire de 86 ans qui a été retrouvé, et avec un suspect qui est âgé de 15 ans. On écoute la procureure. Avant de vous donner des informations ciblées sur l'enquête relative au meurtre qui a traumatisé le secteur du Grau-du-Roi, mais bien au-delà, mes pensées vont avant tout à cette dame âgée de 86 ans, qui était probablement en train de simplement se promener non loin du mobil-home dans lequel elle résidait, en camping, lorsqu'elle est devenue la cible d'un meurtre sordide. Et je présente très sincèrement mes condoléances à tous ceux qu'elle laisse derrière elle, famille, amis, voisins. S'agissant des faits et de l'enquête, jeudi 11 juin 2026, les gendarmes de la compagnie de Vauvert étaient avisés par les pompiers, sollicités par 2 témoins, du fait qu'une dame venait d'être retrouvée allongée au sol, dans son sang, au bord du lac Salonique sur la commune du Grau-du-Roi. La victime décédait rapidement des suites de ses blessures. Le parquet se transportait sur les lieux et saisissait la section de recherche de Nîmes avec l'appui de la brigade de recherche de Vauvert, dépendant du groupement de gendarmerie du Gard. Les premières investigations orientées vers une thèse criminelle et l'enquête était diligentée du chef de meurtre. Les résultats de l'autopsie concluaient rapidement que la victime était décédée suite à la rupture du nerf pneumogastrique causée par un objet tranchant ou perforant, soit au niveau de la gorge. Il apparaissait en effet une trace de perforation du côté droit de la gorge, perforation mortelle. Outre d'ailleurs des traces de coups multiples sur le corps et la tête, y compris avec l'objet tranchant. Les témoins communiquaient une description similaire du suspect, aperçu à proximité du lieu des faits, et donnaient cette particularité de port d'un masque chirurgical et d'une potentielle perceuse tenue en main. Les gendarmes, dont je tiens à souligner ici une nouvelle fois la célérité de leur mise en ordre de marche et des investigations menées ainsi que des résultats obtenus, procédaient donc à divers recoupements et diverses investigations, notamment de vidéos, qui finissaient par les orienter, via une moto suivie, vers un jeune garçon âgé de 15 ans et domicilié avec ses parents non loin du lieu des faits. Ce dernier était interpellé et placé en garde à vue le 16 juin 2026 après être sorti du collège dans lequel il était scolarisé en classe de 3e au Grau-du-Roi. Rapidement, il reconnaissait avoir commis les faits et indiquait le lieu où il avait repositionné la perceuse à l'issue de son acte. Il expliquait ensuite avoir commis les faits de meurtre de façon circonstanciée et concordante avec les premiers résultats de l'enquête, exposant avoir saisi la victime par l'arrière, lui avoir asséné des coups d'une perceuse, puis des coups de pieds et de poings, avant de l'étrangler et d'être interrompu dans un déplacement du corps entamé par des promeneurs qui le conduisaient finalement à fuir. Il déclarait avoir prévu cette agression le jour même, en préparant la mise à disposition de la perceuse dont il s'était doté dans le matériel familial, en la cachant en amont, non loin du lieu des faits dans un buisson, avant de venir la reprendre, muni d'un masque et de gants, puis de passer à l'acte. Il exposait avoir eu ce besoin viscéral de faire mal, en raison d'un ressenti d'une profonde injustice à son encontre dans le milieu familial notamment. Enfant d'une 3e union de son père, il avait des relations très proches, notamment avec l'un de ses demi-frères devenu papa, ainsi qu'avec ses neveux et nièces dont il était très proche. Des tensions familiales importantes en début d'année avaient conduit les adultes à rompre leurs relations et à engendrer le maintien du mineur, dernier de la famille recomposée, à l'écart de cette famille d'une très grande importance pour lui, notamment s'agissant de ce grand demi-frère incarné comme une figure de référence. Un épisode plus récent de rupture sentimentale l'avait également perturbé dans ce contexte. Les parents
parents étayants et sensibles à ces difficultés avaient vainement tenté de trouver psychologue ou psychiatre pour le soutenir en cette période délicate. Le tout l'avait conduit ces dernières semaines à perdre un peu pied en classe, sans pour autant avoir une moyenne inférieure à 10 sur 20. Il était présenté comme un bon élève, un garçon sans histoire, entouré de ses parents et de bons copains. Il est totalement inconnu des services de police et de gendarmerie, de même que de la justice. Aucun lien n'existe entre lui et la victime, qui a été choisie au hasard de son projet d'agression. Au regard de la préméditation des faits, tenant à la préparation de l'outil utilisé notamment, le mineur a été présenté ce jour à un juge d'instruction pour une mise en examen du chef d'assassinat et fait l'objet d'un placement en détention provisoire. La carence d'experts psychiatriques et d'experts psychologiques disponibles n'a pas permis de recueillir les premiers éléments de personnalité éclairants sur ce passage à l'acte durant le temps de la garde à vue. Ces investigations seront réalisées dans le cadre de la commission rogatoire. Le mineur encourt une peine de 20 ans de prison au regard du Code de la justice pénale des mineurs, mineur de 15 ans, et relèvera de la juridiction du tribunal pour enfants constitué en la forme criminelle. Le tout sous réserve d'une responsabilité pénale qui pourra être liée aux investigations psychiatriques. Les enquêteurs travaillent désormais sous le contrôle du juge d'instruction, qui aura pour objectif d'affiner les conditions du passage à l'acte, mais également de rassembler les éléments de vie de cette victime sur laquelle je tiens à terminer cette intervention. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, nous les recevons. Voilà pour cette conférence de presse éprouvante, je dois dire, de la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac. Tanguy Hamon, vous nous avez rejoint. Les conditions de la mort de cette pauvre dame sont abominables dans ce que vient de dire la procureure. Exactement, abominable, c'est bien le mot. Hein. Cet individu, ce jeune de 15 ans, a donc expliqué vraiment dans le détail ce qu'il a commis. Un coup de perceuse, coup de pied, coup de poing, étranglement contre cette dame qui est morte par un objet tranchant qui lui a perforé mortellement la gorge. Une victime qui avait été choisie au hasard, on nous dit, puisque lui... La procureure a indiqué qu'il a fait part d'un besoin viscéral de faire mal pour se venger d'un problème familial après des tensions donc dans sa famille. On nous a dit aussi aucun lien entre lui et la victime. Aucun lien. Elle était là, comme on le disait, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tombé sur elle malheureusement. On sait aussi, c'est très important, qu'il avait prémédité son geste, puisqu'il avait caché cette perceuse dans un buisson. Et donc, il attendait que quelqu'un passe par là pour s'en prendre à elle. Malheureusement, c'est tombé sur cette dame. On apprend aussi que c'était un garçon sans histoire de 15 ans qui était au collège en 3e. Plutôt un bon élève, connu de la police, de la justice. Désormais, il risque donc 20 ans de prison. Et c'est intéressant de savoir aussi qu'à cause d'une carence d'experts psychiatriques, on n'a pas encore donc réalisé son expertise psychiatrique et que ça va prendre du temps pour savoir notamment s'il a eu, je ne sais pas, une décompensation, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Donc il y a préméditation, puisqu'il cache un objet, en l'occurrence une perceuse qu'il prend dans sa famille, Exactement. Dans sa maison. Et préméditation, ça veut quand même dire qu'on a quand même toute sa tête. En plus, il se cache le visage, donc ça va être difficile de nous dire après qu'il n'avait pas toute sa tête ou qu'il avait une altération du discernement, puisque quand on va prendre une perceuse, qu'on la cache dans un buisson en attendant que quelqu'un passe par là pour la saisir par derrière et lui percer la gorge à coups de perceuse, désolé, mais c'est ce qui s'est passé. C'est abominable. C'est un meurtre vraiment un assassinat même vraiment extrêmement violent. Ouais. Mise en examen pour assassinat, il risque 20 ans de prison, même alors qu'il est mineur, Paul Amar. On est sur un cas extrême, là. C'est extrêmement douloureux même d'écouter la procureure, et vous l'avez dit, c'est éprouvant. C'est très dur d'entendre ces mots, ces détails d'une façon exprimée de façon extrêmement clinique. Je pense que là, pour le coup, ce serait une erreur, nous qui faisons de la politique et qui souvent tirons les leçons politiques d'une tragédie, je pense que ce serait une erreur. Parce qu'il y a une double tragédie. Une erreur de quoi d'étendre au champ politique cette double tragédie, ça n'a rien à voir. Qui est d'abord la mort de cette vieille dame, et ensuite l'épreuve que va traverser et que traverse désormais la famille de l'assassin. Pas d'antécédents psychiatriques, mais pardon, même si c'est prémédité, ça reste un acte de folie, d'une folie absolument monstrueuse. Il a sans doute souffert de quelque chose au sein de sa famille et il s'est vengé
en infligeant cette épreuve à cette famille qui passe par l'assassinat de cette vieille dame dans des conditions absolument épouvantables. Mais Amine El-Khatmi, on est saisi, c'est vrai qu'on est saisi par l'émotion et l'horreur. Oui, c'est très pénible à écouter. On en a parlé en première heure, mais on n'avait pas forcément tous les détails horribles. Des détails, et c'est vrai que ça laisse sans voix. Mais je partage les mots de Paul. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion politique à en tirer. On est dans quelque chose d'effroyable. Oui. Et on pense évidemment à la famille de cette dame. Mais sur Louis il y a quand même un enseignement. Je trouve que, alors je ne connais pas le fond de l'affaire comme nous tous autour de cette table, ce plateau, mais on voit bien qu'il y a une ultra-violence avec des profils ultra jeunes qui est en train de se répandre un peu partout dans le territoire. C'est pas la première fois qu'on assiste à quelque chose de sordide avec quelqu'un qui est très jeune. Là, on voit qu'il a 15 ans. Il a un profil qui surprend, parce qu'on s'attendait à quelqu'un soit de déscolarisé, soit qui a plein de problèmes. problèmes. Des antécédents, il n'y en a Bref, pas là. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il va falloir s'intéresser aux causes, aux raisons qui font qu'il y a des jeunes de cet âge-là qui font des trucs, mais en plus à tuer quelqu'un avec une perceuse. Ça ressemble à un film d'horreur, pardon. On dirait que c'est inspiré par un film d'horreur. Un horrible film. Oui, mais c'est justement, j'ai entendu ce matin, je crois que c'est sur notre antenne aussi, qu'il avait regardé sur les réseaux sociaux la façon dont on pouvait tuer des petits animaux et voir éventuellement des humains avec des perceuses. Et il était sur un réseau il suivait ce genre de réseau, et donc qui l'ont peut-être influencé. Oui. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas encore l'expertise psychiatrique, parce que peut-être que justement face à ces experts, il va expliquer où est-ce qu'il a pu imaginer qu'on peut tuer quelqu'un avec une perceuse. Il va peut-être leur expliquer que effectivement il regardait des vidéos gore, sordides sur les réseaux sociaux, sur certains sites internet. Tout ça aussi, ça va faire partie de l'enquête à mener, et peut-être après des conséquences et des choix qu'on va faire peut-être politiquement pour éviter tout ça, parce qu'à 15 ans, s'en prendre à quelqu'un avec une perceuse, ça paraît invraisemblable. Et en parlant aux enquêteurs, parce qu'il reconnaît assez vite, donc il retourne au collège le lendemain, tranquillement, il est interpellé à la sortie du collège. Et il dit qu'il avait un besoin viscéral de faire du mal, mais on est encore une fois dans un scénario apocalyptique. Oui, comme s'il était poussé, qu'il ne pouvait pas se retenir. Besoin viscéral, il prend quand même le temps de prendre la perceuse et de la cacher dans le buisson, donc il faut voir à quel degré est-ce que tout cela... Non mais ça pose quand même un vrai sujet de l'attirance, la fascination pour le mal et le fait de détruire, d'abîmer, de tuer, qui est quand même quelque chose à analyser aujourd'hui dans la société. On voit qu'il y a ce jeune-là, mais c'est quelque chose qui est plus profond. On voit jour après jour des scènes de la vie quotidienne où vous avez des gens, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, qui ont ce besoin de détruire, de faire le mal au détriment du bien. Dernier mot, Paul. Simplement, alors pour le coup, la responsabilité des réseaux sociaux, mais clairement. Et le rapport à la mort qui a changé. La vie a toujours été sacralisée dans les anciennes générations, elle l'est de moins en moins, et le rapport à la mort a changé comme si c'était virtuel. Il était peut-être dans un état second, sous l'emprise peut-être de substances qui ont fait qu'il s'est peut-être cru dans une sorte de jeu vidéo, mais au bout du bout, il y a une vieille dame qui est morte. Donc là, juste pour terminer, Tanguy Hamon, il est en détention. C'est ça. Il sera expertisé au niveau psychiatrique là dans les prochains jours. Oui. Et détention provisoire, on sait qu'il est mis en examen. Vu son profil et vu ce qu'il a fait, ça m'étonnerait qu'il ressorte d'ici son jugement, même si ça va pouvoir durer quand même assez longtemps. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'est pas dans une enquête qui a l'air très très compliquée à faire. Donc on peut imaginer que son jugement, même si avec les tribunaux pour enfants, c'est toujours un peu plus long, on peut imaginer qu'il restera derrière les barreaux au moins jusqu'à son jugement. Vu la dangerosité dont il a fait preuve, en tout cas. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette terrible affaire du Grau du Roi, avec évidemment toutes nos pensées pour la famille de la victime.